Alors, écoutez, au nom de la SASL, je vous souhaite la bienvenue. La SASL est ravie. On n'entend rien. Plus proche. D'accord. Alors, au nom de la SASL, je vous souhaite la bienvenue. La SASL étant ravie de vous accueillir. Nous avons la chance, aujourd'hui, la grande chance, d'accueillir Rose Hélène, pardon. Bon, Rose appelle Marie, c'est ça le problème. Rose Hélène Hichet, qui est spécialiste notamment, enfin qui est historienne déjà, hein, et qui est spécialiste de Robert Rius, m'a-t-on dit, qu'il fallait prononcer en catalan. On remercie bien sûr la ville de Perpignan de nous accueillir dans ce lieu magnifique, dans ce bel hôtel Pams. On remercie aussi encore la ville de Perpignan d'avoir fait installer une plaque en l'honneur de Robert Rius. Donc c'est l'esplanade Robert Rius. Non, la placette. C'est une placette. Dans mon idée, c'était une esplanade. Un boulevard. Ça aurait dû être un boulevard. Une autoroute, oui, même. Donc c'est près du Palais des Congrès, je crois, non, c'est ça? C'est la petite esplanade qui est au haut des escaliers monumentaux. Voilà, c'est ça. C'est bien ce que vous avez. Qui s'appelle la placette, la Smalière. La placette Robert Rius. Voilà. La place Molière, les escaliers Molière, et au-dessus, c'est la placette Robert Rius. Près de à la sortie du couvent des Lys et à la sortie de la Voilà. Alors, dans un premier temps, je vais laisser Madame Lagens, que Monsieur Sylvain Chevauché, notre président de la SASL, avait rencontré à l'occasion justement de l'installation de cette plaque. Je vais la laisser, puisqu'elle est bien plus compétente que moi, pour présenter Madame Hichet. Et je rappelle que, bien sûr, à la SASL, la littérature, hein, qui est une composante de la culture, il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que la science, enfin la science dans le sens où on l'entend aujourd'hui, que bien sûr la littérature a toute sa place à la SASL et vous allez le démontrer brillamment. Merci. Alors, voilà, Madame Lagen, je vous laisse. Je vais vous guider. Hein. Il n'y a rien à toucher, Monique. Oui, bonsoir. Je me présente, je suis Monique Lagens, présidente de l'Association pour la mémoire de Robert Rius, poète catalan à qui cette conférence va être consacrée. Je voudrais remercier la SASL qui a organisé cette conférence dans le cadre du Printemps des Poètes et dans ce superbe endroit qu'est l'hôtel Pams. Et merci à la mairie de Perpignan également, ainsi qu'à M. Lieta et à M. Roure pour leur aimable concours. Je vais vous présenter Rosalène Hichet, journaliste et historienne de l'art, rédactrice éditoriale de la revue Surréalismus. Et je voudrais ajouter qu'ensemble, nous avons fondé il y a 18 ans l'Association pour la mémoire de Robert Rius, afin de promouvoir l'œuvre de ce poète disparu prématurément. Par leurs travaux, Rosalène Hichet, ainsi que Olivier Bott, Henri Béard, Serge Bonnery, André Balente, Lola Le Testu et encore Léa Nicolas Teboul ont contribué à le sortir de l'ombre. Après la conférence, vous pourrez retrouver nos dernières publications ainsi que des bulletins d'adhésion pour ceux qui le désireraient. Ils sont sur la table au fond. Bonne conférence et bonne soirée. Je vais vous servir un peu de oui, ça va, merci beaucoup. Il faut juste éteindre parce que sinon la batterie ça va. Bonjour à tous. Je vais faire la conférence debout parce que je suis un peu plus à l'aise qu'assise. Nous allons voir aujourd'hui, nous allons évoquer le parcours de Robert Rius, qui est donc né à Perpignan en 1914, le 25 février 1914, dans le hameau de Château-Roussillon. Voilà, alors j'ai trouvé cette vieille carte postale. Évidemment, ça a beaucoup changé.
Donc, il est né en 1914, il est décédé en 1944, donc le calcul est rapide. Il est décédé à l'âge de 30 ans. Ça n'empêche qu'il a un parcours passionnant, à l'image des intellectuels et des artistes de cette période, qui sont souvent, quel que soit l'âge à laquelle ils se sont éteints, souvent prématurément. On a beaucoup de morts prématurées. Il faut arrêter, stop. Oui. Qui ont souvent des parcours brillants, intéressants, parce que tout simplement, dans la première moitié du XXe siècle, les études sont difficiles d'accès et on ne se rend pas compte, maintenant que c'est démocratisé, à quel point il faut de la ténacité et des aptitudes pour pouvoir poursuivre des études. Donc évidemment, tout le monde se côtoie et s'échange, échange, etc. Sans parler des aléas de l'histoire que nous verrons. Alors donc, il est né dans un milieu relativement conservateur. Il a une de ses tantes qui est bonne sœur. Son grand-père est un militaire. Son père est né en Algérie. Et il est rentré en France et il s'est réinstallé, donc, parce que la famille est originaire de Canet en Roussillon, en partie. Et son père donc, a acheté des vignes dans cette commune où il tente voilà, de faire une carrière de propriétaire viticole. Par ailleurs, il a une activité de peintre. On a retrouvé une exposition. Mais il décède alors que Robert Rius est très jeune, puisqu'il décède en 1918, alors que Robert Rius n'a que 4 ans. Voilà, ça c'est les débuts de Robert Rius. Alors sa mère Rosine Lannolier, va se remarier quelques années plus tard avec Antoine Blanc, et celui-ci qui est notaire qui est clerc de notaire donc au départ, puis il aura sa propre étude, va faire construire une maison rue Racine, au numéro 26, maison qui existe toujours, vous pouvez, voilà, non loin donc des escaliers justement et de la placette qui vient d'être inaugurée. Alors, il est scolarisé à Saint-Louis-de-Gonzague, qui à l'époque est au centre-ville, et j'allais dire un phénomène, qui s'appelle Albert Bozil, est président des anciens élèves de Saint-Louis-de-Gonzague. Et Albert Bozil, il vient faire régulièrement des conférences auprès des élèves. Il invite des poètes. Il y a une véritable activité intellectuelle, littéraire et donc artistique qui est amenée aux élèves de Saint-Louis-de-Gonzague et à ceux qui sont intéressés évidemment par tout ça. Donc, ça, c'est une photo d'Albert Bozil quand il était... il est beaucoup plus âgé qu'eux, il y a une grande différence de génération. Et il dirige un hebdomadaire qui au départ s'appelait Le Cri catalan, donc satirique, littéraire, théâtral, sportif et mondain, enfin vous devez connaître ça, je suppose que je vous apprends rien là, et qui s'est transformé en Coq catalan. Vous verrez, ça aura de l'importance quand on, vers la dernière partie de la vie de Robert Rius, on reviendra donc à cette histoire de Coq catalan. Donc il les entraîne. Alors évidemment, il y a tout un petit groupe, et en particulier donc Robert Rius, Charles Trenet et son nom m'échappe, ça va me revenir. Il est devenu député ensuite ici, René Argeliès, c'est ça ? Argeliès, c'est René Argeliès qui était devenu député, je ne dis pas de bêtises. Et donc, il participe donc au Coq. Alors, moi, je n'ai pas retrouvé d'article signé Robert Rius au Coq catalan avant 1933. Or, on sait qu'il fréquente donc Bozil dès 1928, donc dès l'âge de 14 ans. Charles Trenet, donc à le même âge que Rius. Enfin, il a quelques mois de plus. Et donc, on a cette plage entre 1928 et 1933
où Rius va être, avec Trenet d'ailleurs, ils vont être exclus de Saint-Louis de Gonzague et ils vont être inscrits dans divers lycées du sud de la France. Rius va être inscrit au Caousou, près de Toulouse, et à chaque fois ça ne va pas très très bien se passer. Alors là, ce sont des photos qui ont été conservées par le cousin, par alliance, de Robert Rius, qui est Antoine Blanc. Donc c'est le jeune homme que vous voyez sur cette photo. Donc on voit Albert Bozil, Charles Trenet, Antoine Blanc, et on voit un petit morceau de Rius. Et là, vous avez Robert Rius, Charles Trenet, le frère aîné d'Antoine Blanc et Albert Bozil, au Bouillouse, où ils ont passé... pendant l'été 1933, quelques semaines à faire du camping, enfin à faire de la randonnée, etc. Donc Albert Bozil est un vrai passeur, hein, c'est quelqu'un qui essaye de les éveiller donc à l'art, à la poésie, etc. Et qui sera, toute cette bande sera donc à l'origine de pas mal de farces. Dont celle que vous devez connaître évidemment, qui est la fausse vraie donc inauguration du monument donc au Liège, où ils ont réussi à faire venir le secrétaire d'État donc aux Beaux-Arts de Paris pour une inauguration d'un monument qui évidemment qui est factice. Voilà, ça fait partie de leur petite blagounette. Alors, il y a un autre élément qui est très très proche de Robert Rius et de Charles Trenet, puisque là ils vont former un trio. C'est Henri donc Espinouse, dont vous voyez une photo qui date de la fin des années 30 et qui va être le seul des trois à poursuivre une carrière dans les arts plastiques, puisqu'il va devenir peintre. Il va intégrer le groupe surréaliste, il va devenir peintre. Trenet et Rius, en chemin, ayant laissé tomber les beaux-arts et la peinture, faut dire qu'ils vont fréquenter des gens comme Yves Tanguy, Victor Bronner, Marcel Duchamp et tous les autres, et que je pense qu'à un moment, le sens des réalités fait que, ils ont, et à mon avis avec raison, Trenet donc choisit donc la chanson et Rius donc la poésie. Voilà, donc ça c'est une photo qui vient des archives de la famille de Monique Laguens. Où il est relativement jeune, je crois qu'elle date du début des années 30, 33 ou 34, on ne sait pas trop. Hein. 17 ans. Ouais. Voilà. Ensuite, on a les premières vraies traces de Robert Rius, j'allais dire officielles. On commence vraiment à avoir des documents. Parce qu'entre en fait les bulletins scolaires, les tableaux d'honneur de Saint-Louis de Gonzague jusqu'en 28, et cette année 1937, donc, avec la liquidation de la galerie Gradiva, où les deux liquidateurs sont, parce qu'on a les signatures, on a les registres du commerce à Paris, sont Yves Tanguy et Robert Rius. Donc là, on a vraiment le premier document. Entre les deux, on n'a quasiment rien. Voilà, quelques articles de presse dans le Coq Catalan et à l'Indépendant, mais on n'a rien, sauf qu'on sait qu'ils sont à Paris depuis, normalement, 1932. Après avoir fait croire à leur famille qu'ils font des études, enfin bon, bref, ils ont un peu... Comment ? Oui. Voilà, donc là, on sait que non seulement Robert Rius est pleinement dans le groupe surréaliste, mais en plus qu'il a un rôle visiblement majeur. Alors, comment c'est arrivé ? Probablement progressivement. Alors là, c'est par oui dire. Ce qu'on sait, c'est que quand il arrive donc à Paris, d'après les témoignages familiaux, il travaille pour l'éditeur Armand Collin, comme donc affichiste. On sait qu'il travaille pour Man Ray, ça c'est le témoignage direct de Man Ray auprès du grand spécialiste d'Yves Tanguy, qu'il a lui-même donc raconté. Que Rius avait travaillé auprès de lui. On a dans des documents donc militaires, au moment de son service militaire, on sait qu'il est désigné comme photographe. Donc tout ça, ça se rejoint. Mais on est un peu avant 37. À partir de 37, j'allais presque dire, il est à temps plein dans le groupe surréaliste, comme secrétaire d'André Breton et comme secrétaire du groupe surréaliste. Vraiment à temps plein. On voit qu'il consacre
Donc c'est lui qui s'occupe de la revue Minotaure, qui permet qu'elle soit... là, on a de la correspondance de Benjamin Perret, etc. Alors, Gradiva, je ne vais pas revenir dessus parce que ça serait trop long, ça mérite une conférence à elle tout seul, mais ce qui est intéressant, c'est que la plupart des peintres qui participent à la décoration de la galerie, Oscar Dominguez, Marcel Duchamp, etc., vont devenir vraiment des très proches donc, de Robert Hius. Donc on voit bien qu'il y a un noyau, donc évidemment Yves Tanguy. Alors on a pareil, donc l'année 37, on a ce tract, le premier tract surréaliste où il y a la signature de Robert Hius. Donc vous voyez les autres noms, enfin vous les avez, André Breton, Henri Espinouse, Maurice Henry, Georges Hunier, Marcel Jean, Benjamin Perret, Robert Hius, Yves Tanguy. C'est quasiment les mêmes noms qu'on va retrouver dans les premiers groupes trotskistes autour de la Fiarie. Bon, là, on a vraiment aussi, parce que c'est un tract qui est politique. C'est un tract pour la défense des paysans français. Et il s'appelle « Votre vie vaut 50 francs ». C'est un tract qui est écrit à la suite d'un suicide. Du suicide d'un agriculteur, voilà, et ils prennent donc la défense de l'agriculture française. C'est un très beau tract d'ailleurs, donc le texte est très intéressant. La même année, toujours 37, on a un nouveau jeu surréaliste qui est inventé. Donc on a Robert Hius, Benjamin Perret, la femme de Benjamin Perret, qui est la peintre catalane espagnole Remedios Varo, et donc André Breton. Il y a une vingtaine de jeux, à peu près, qu'on a retrouvés. La plupart sont dans les collections de musées. Et parmi les autres participants, on a Yves Tanguy, on a la femme d'Yves Tanguy, on a Hacker, Flora Hacker, la femme du futur docteur Hacker, qu'on va retrouver, vous allez voir. Voilà, donc ce petit groupe qui invente des nouveaux jeux. Donc ça s'appelle le jeu du dessin communiqué. Le premier joueur, donc la série Hius, fait un dessin qui montre quelques secondes à son voisin, et puis le voisin de mémoire refait son dessin. Alors vous voyez donc l'évolution. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que certains des... si tu passes au suivant, ça c'est un autre jeu du dessin communiqué. Donc là on a Hius, Perret, André Breton. Dans cette série-là, ça a donné chez Remedios Varo une très très grande peinture qui est directement donc issue de ce jeu. Donc on voit que c'est pas complètement gratuit non plus. Ça sert bien, ce jeu sert bien donc d'entraînement. En tous les cas, donc les plasticiens reprennent ensuite des parties du jeu. Alors, donc la guerre d'Espagne. La guerre d'Espagne, on sait que Hius va faire un séjour puisque sa famille a retrouvé un passeport avec un court séjour en Espagne au moment de la guerre d'Espagne. Il est tout jeune. Et puis il y a évidemment donc les camps en 1939. Hein, il y a l'arrivée donc massive. Je vous apprends rien. Hein, voilà. Donc on retrouvera. C'est pour ça que j'ai donc Argelès-sur-Mer. Donc on y retournera. Voilà, vous avez une photo donc de 1939. Et puis, alors, 39, pour Hius, j'allais presque dire, c'est le début de l'amitié très forte avec Victor Bronner. Victor Bronner, bon, je pense que vous connaissez, c'est un peintre d'origine roumaine qui a fait plusieurs séjours donc, à Paris depuis 1925. Alors, il est resté à Paris de 25 à 27. Il est revenu au début des années 30 et il est reparti en 34 en Roumanie. Il n'arrête pas de faire des allers-retours en fait. Et en 38, il décide de s'installer définitivement en France. Il a divorcé en fait et il arrive à Paris dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc il va taper à la porte d'André Breton, qui ne peut donc l'héberger, et il se retrouve à être donc hébergé chez Robert Hius, puis chez Benjamin Perret. Enfin, il fait donc la tournée, et vous allez voir, cette tournée d'hébergement, on va la retrouver pour d'autres artistes.
Ça ne fait que commencer. Hein. Cette année 38, là, ça ne fait que commencer. Et il va y avoir donc une relation très forte qui va donner une collaboration pour le premier recueil de poèmes de Robert Rius qui va être publié aux éditions surréalistes l'année suivante. Voilà, donc là on a une photo relativement de la jeunesse de Victor Bronner qui est prise par son frère Théodore et un autoportrait prémonitoire que tout le monde a rebaptisé prémonitoire puisqu'il date d'avant donc l'accident. Et en 1939, donc, Victor Bronner est blessé à cause d'une dispute entre deux peintres espagnols, Esteban Frances et Oscar Dominguez, qui se disputent à propos de la guerre d'Espagne. Le sujet est brûlant et malheureusement, Victor Bronner reçoit un éclat du verre que Dominguez a lancé à la tête d'Esteban Frances et à l'œil crevé. Voilà, son œil droit qui est crevé. Donc, ça a donné un très beau texte de Pierre Mabille sur le hasard donc objectif et sur les portraits prémonitoires. Alors là, vous voyez à droite, vous voyez le début du travail de Victor Bronner. C'est un carnet qui se trouve actuellement dans les collections, ça n'a jamais été donc exposé pour l'instant, dans les collections du Musée d'Art moderne de Saint-Étienne. Il y a tout un carnet d'esquisses préparatoires pour Frappe de l'Écho. Alors c'est vraiment un travail très différent, vous allez voir. Voilà, donc ça ce sont d'autres, ça fait partie du même carnet. Voilà, d'autres exemples, enfin d'autres esquisses de Victor Bronner pour l'ouvrage de Rius, avec évidemment donc le diamant, etc. Donc on y reviendra à tout ça, enfin le cristal. Et qui va donner chez Victor Bronner en 1940, donc la même année, on est en début 40, qui va donner donc ce célèbre tableau qui s'appelle La pierre philosophale, qui est un des tableaux les plus connus de Victor Bronner et qui est directement inspiré du recueil de Robert Rius. Voilà, alors ça c'est la photo qui a beaucoup été diffusée, enfin beaucoup, qu'on retrouve quand même relativement souvent, parce que c'est la photo de presse pour la promotion de Frappe de l'Écho, donc elle date du mois de mai 1940. Donc on retrouve donc l'élégance de Robert Rius. Et vous voyez ce regard un peu triste, parce qu'évidemment, il sort Frappe de l'Écho dans des conditions très difficiles, puisque c'est le mois de mai 1940, donc le mois du début de la débâcle française, et ça se passe pas très bien non plus pour le groupe surréaliste. Benjamin Perret, donc certains ont été réquisitionnés, évidemment. Breton est à Poitiers et s'ennuie ferme. Perret est garde, il a été pris dans la garde républicaine, enfin c'est un truc un peu ubuesque, et en fait il est quasiment seul donc aux manettes. Et c'est lui qui est chargé depuis, parce qu'avant qu'il y ait donc la débâcle française, il y a eu donc la débâcle en Belgique, et c'est lui qui a organisé donc l'accueil des peintres et des artistes belges. Donc René Magritte, etc., Scutener, enfin ils sont beaucoup, et ils vont écrire, c'est pour ça qu'on le sait, ils vont écrire un appel à l'aide à ceux de leurs amis qui sont donc au Mexique et aux États-Unis pour qu'ils leur achètent en fait donc des tableaux. Ils ne demandent pas donc l'aumône, ils demandent à ce qu'on leur achète donc des tableaux afin qu'ils puissent survivre dans cette époque qui est devenue très difficile. C'est-à-dire que beaucoup donc d'artistes sont loin de chez eux, ont fui dans des conditions très difficiles. Voilà, donc ça c'est le résultat, c'est vraiment ce qui a été publié avec Frappe de l'Écho, c'est-à-dire ce sont les illustrations de Victor Bronner, enfin les gravures. Donc là, je vous ai mis le premier état et l'état définitif. Alors Frappe de l'Écho, au point de vue du contenu, on est beaucoup à penser, on se trompe peut-être, que toute la première partie de Frappe de l'Écho a été inspirée par Jacqueline Lambat, la femme d'André Breton.
et la dernière partie, a priori, par Laurent Sichet. Donc on verra ça. Voilà, donc ça, ce sont des exemplaires de luxe, hein, des illustrations donc augmentées, colorées par Victor Bronner, que le Centre Pompidou m'a donc autorisé donc à photographier. Voilà, donc on est au moment de la débâcle. Et là, c'est un tournant dans la vie de Robert Rius. Parce que ce qui se passe à Poitiers avec Breton est un peu, comment dire, va surprendre beaucoup de jeunes membres du groupe surréaliste. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, on y reviendra un tout petit peu après par un autre biais, mais les années 30, on va dire surtout à partir de février 34, ce sont des années de militantisme, de tracts, de manifestations, d'agitation, on va dire, politique intense, qui sont menées par les grandes figures intellectuelles donc, de l'époque, quelles que soient leurs opinions politiques ou leur degré de nuance de gauche. On va dire ça comme ça. Parmi ces personnes les plus actives, il y a évidemment André Breton. André Breton, dont on peut supposer, en tous les cas c'est la théorie de Saran, donc Alexandrian, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. André Breton qui attire à lui énormément de jeunes gens qui ont perdu leur père souvent, ou qui ont des relations difficiles avec leur père. Il y a un côté comme ça extrêmement filial dans l'amitié ou l'amour qu'éprouvent ces jeunes gens pour donc André Breton. Ils lui font une confiance absolue. Et dans cette lettre donc, qui date de fin mai 1940, qu'André Breton adresse à Victor Bronner, je peux vous la lire, hein, « Mon cher Victor, j'aurais besoin que tu me rendes un grand service. Il s'agirait de désencadrer, de déclouer un certain nombre de tableaux rue Fontaine, de manière à ce qu'ils puissent être transportés, roulés. J'ai pensé qu'Oscar, c'est Oscar Dominguez, et toi, étiez, merci, les seuls capables de m'aider en cette circonstance. Je donne par lettre toute explication à Rius. Mabille est également au courant. Veux-tu bien lui téléphoner au reçu de cette carte? C'est très urgent. Merci infiniment et à bientôt d'autres nouvelles. À toi de tout cœur, André. » Alors, les relations entre Victor Bronner et André Breton sont pas spécialement au beau fixe. Bronner n'a pas été intégré dans la grande exposition surréaliste de 1938, qui est la grande exposition des années 30. Il a même dû se raccrocher à l'exposition organisée par Delanglade, qu'on retrouvera plus tard aussi, en 1939, le surréalisme et le rêve, qui est une exposition un peu des seconds couteaux du surréalisme, je vais parler assez directement, c'est-à-dire tout ce que Breton n'a pas vraiment mis en valeur. Et donc là, Breton lui envoie ça. Évidemment, Oscar Dominguez, qui lui est extrêmement proche d'André Breton également, et très sous influence de Breton, il va faire ce qui est demandé. Rius, bien sûr, puisqu'il possède les clés, il a le double des clés de la rue Fontaine, et il va se faire aider dans cette opération par Jean-François Chabrin, qu'on va retrouver aussi un tout petit peu plus tard. Alors, comment ça se passe? Ils font tout ça, ils envoient tout donc à Poitiers. Ils obéissent à cette carte postale. Et quand ça arrive, eh bien en fait, c'est cette jeune femme, que personne ne connaît, qui va réceptionner tous les colis. Et avant de les réceptionner, André Breton, qui l'a croisée quelques fois, c'est une étudiante en lettres à Poitiers, qui l'a croisée quelques fois dans un café, et à qui elle a parlé, parce qu'évidemment, elle est étudiante en lettres, et elle s'intéresse, elle se dit, bon, quand même... Donc le surréalisme, c'est un mouvement, donc à l'époque, en 40, qui a 16 années, qui est quand même assez connu, mais qui est un peu donc, sur la descente, hein, qui est un peu... mais en tous les cas, ils ont sympathisé, sans plus, hein. Et à son grand étonnement, il lui dit qu'elle doit réceptionner ses colis. Il lui donne son adresse donc à Paris.
et son trousseau de clés. C'est véridique, hein, c'est incroyable, mais c'est comme ça. Donc Maud Bonneau va garder ça pendant 3 ans, jusqu'à ce qu'elle arrive enfin à regagner Paris, et à rendre tout ça donc, à Robert Rius, qui l'accueille avec Oscar Dominguez, qui entre-temps, donc on va voir les périples de ces 3 années-là, et l'histoire veut qu'elle va épouser donc Oscar Dominguez, elle va devenir donc Madame Dominguez. Voilà, ça c'est le bon côté des choses. Alors, le mois de juin, l'Exode. Hein. L'Exode, alors on sait que Rius a joué un rôle, parce qu'on a, alors là on a beaucoup de témoignages, autant d'Oscar Dominguez que Jack Herold, que Victor Bronner, que Remedios Varo, etc. Ils vont donc être, ils vont faire donc le trajet. Alors je rappelle que l'Exode, celui de Paris en tous les cas, c'est à cause de, donc Paris est déclarée ville ouverte avant que les Allemands donc rentrent physiquement donc dans la capitale. Hein. On déclare donc ville ouverte et on fait partir donc la population avant que l'armée donc ennemie vraiment rentre. Donc en fait c'est avant donc l'arrivée donc de l'armée allemande. Voilà, donc ça c'est les soldats qui arrivent le 14 juin. Les surréalistes qui sont partis de Paris pour Perpignan, ils sont partis donc le 10. Ça c'est pour la précision historique. Alors, à partir du 17 juin, donc, on a le début de la collaboration et la France, dans les quelques jours qui vont arriver, donc après des accords, va être coupée en 2 et on va avoir cette fameuse zone occupée et cette zone non occupée qui va créer un certain nombre comment dire, de problèmes. Je fais mise là. Voilà, donc, mais c'est pour rappeler donc, la carte. Alors, concernant le groupe surréaliste, Breton, il a quitté donc, Poitiers, qui est là, fin mai, hein, puisqu'il n'a pas réceptionné donc, ses colis. Il s'est réfugié dans une des propriétés de Picasso, où il a rejoint Jacqueline Lamba, Picasso et Dora Maar. Il sait qu'il ne veut pas retourner donc à Paris, donc il cherche une solution. Entre-temps, donc Pierre Mabille a quitté Paris, s'est rendu directement donc à Vichy pour obtenir des sauf-conduits, ce qui va permettre donc à Breton de se réfugier pas loin de Marseille, à Martigues, où là il va vivre dans un cabanon pendant quelques mois, dans des conditions extrêmement pénibles, tout l'été 1940. Rius, lui, donc, il accompagne ses amis à Perpignan. Il ne va pas donc y rester, hein, donc il va regagner Paris. Donc il arrive sans souci, c'est ça qui est toujours un peu curieux, c'est le début de la guerre. En fait, il voyage beaucoup plus facilement qu'on le pense, hein, au début de la guerre. À Bordeaux, il y a les députés qui ont fui Paris, qui sont réfugiés là, et parmi les membres du groupe surréaliste, il y a notamment Salvador Dali, donc Egala, son épouse, qui est l'ancienne épouse de Paul Éluard. On y reviendra. Picasso, lui, est dans ce coin-là, donc il est donc en zone donc occupée. Il a plusieurs propriétés. Il a une propriété du côté de Tours, il a une propriété du côté de Fontainebleau, il a une propriété donc en Normandie aussi. Picasso, en 1940, est l'artiste le plus riche depuis que l'histoire de l'art existe. C'est-à-dire que si on devait faire l'équivalent de sa richesse, oui, je pense qu'il est définitivement à ce moment-là donc l'artiste le plus riche au monde. C'est assez considérable. Hein. Il y a une banque d'ailleurs française hein, qui à ce moment-là a ouvert une salle de coffre exprès pour lui, hein, rien que pour lui, à la fois pour mettre des tableaux, mais aussi donc il est vraiment et c'est aussi pour ça qu'il est resté toute l'occupation donc à Paris, parce qu'il pensait, à mon avis donc à raison, qu'il risquait pas grand-chose. Alors c'est pas le cas de Breton. Breton, Benjamin Péret, etc. Ils sont persuadés dès le départ qu'ils vont être la cible du gouvernement donc de Pétain. Ils en sont absolument persuadés. Ils en sont persuadés parce que y a une partie des jeunes
qui gravitent donc autour d'eux, qui sont trotskistes, qui se sont fait donc arrêter avec Benjamin Péret au mois de mars 1940, une arrestation préventive donc, et politique, et ils ont été emprisonnés à Rennes, à la prison de Rennes. Le paradoxe, c'est que c'est l'avancée donc allemande, c'est les Allemands en fait qui vont libérer Péret, Léo Mallet, Jean-François Chabrin et Jean-Claude Diamant-Berger. C'est des noms que vous allez retrouver là. Ça, c'est le paradoxe total. Hein, voilà. Mais Péret, donc, suite à ça, il s'est réfugié lui aussi donc, à Marseille. Il n'a pas rejoint donc, Remedios Varo donc, à Perpignan. Ça, maintenant, c'est vérifié. Et c'est elle, après, qui l'a rejoint donc, à Marseille. Voilà, alors on a à la fois des gens qui connaissent déjà et qui ont déjà donc des amitiés, etc. Et puis on en a qui essayent donc de partir donc le plus vite possible de l'endroit donc où ils sont. Alors parmi, j'allais presque dire, donc le groupe surréaliste, je pense donc à Max Ernst, donc à Bellmer, etc. Ils ont dû rendre des comptes parce qu'ils sont allemands. Donc, en tant que nationaux allemands, ils doivent rendre des comptes, évidemment, parce qu'ils sont étrangers indésirables, évidemment, de puissance ennemie. Donc, pour les Allemands du groupe surréaliste, c'est vraiment très compliqué, et je pourrais donc continuer comme ça. Voilà, donc ils sont, on va dire, éparpillés par là. Pourquoi? Parce qu'ils ont soit le souhait, donc au départ, le premier projet, c'est de rejoindre Trotsky donc au Mexique, en fait. Ça, c'est le premier projet. Puis après, ça va dévier donc, vers les États-Unis. Donc vous allez voir, grâce à l'intervention de Yves Tanguy et de Kay Sage, qui est sa seconde épouse. Voilà, donc là, on a une photo de cet exode accompagné. On voit Robert Hius, Victor Bronner, Remedios Varo, donc l'épouse de Péret. Et alors maintenant, elle est identifiée enfin. Vous verrez souvent cette photo avec marqué femme non identifiée, mais a priori, c'est bien Huguette Lamba, la sœur de Jacqueline Lamba, donc la belle-sœur d'André Breton. Huguette Lamba, qui par ailleurs fait de fréquents séjours à Carcassonne chez Jo Bousquet, avec lequel elle entretient donc une amitié à ce moment-là. Voilà, alors ça, c'est une lettre d'Oscar Dominguez que j'ai trouvée qui illustre bien. J'ai trouvé ici la moitié de Montparnasse et des deux magots, Mabille, Gide, Breton, etc. Tout le monde cherche à partir pour le Mexique. Et là, cela est plus difficile que l'on croyait. On calcule que pour amener au Mexique les 120 000 Espagnols qui ont fait déjà une demande, on mettrait 3 ans de temps. Voilà, donc ça, elle date d'octobre 40. Pourquoi Oscar écrit donc à Jacques Hérol, qui à ce moment-là, il y a la Villa Crépuscule à Canet, puisqu'après Perpignan, ils sont allés dans cette maison. Je ne vais pas trop rester là-dessus, mais ça c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de témoignages, que ce soit de Jacques Hérol, de Victor Bronner, il y a des œuvres, enfin, il y aurait vraiment quelque chose à faire, rien que sur ce séjour, donc en Roussillon, pour ces artistes, c'est vraiment passionnant, et il y a de très très belles choses. Alors voilà, bon, ça c'est le New York Post qui explique qu'obtenir donc des visas, c'est très difficile. Voilà, alors là, ils se retrouvent plus ou moins tous donc à Marseille. Alors, Victor Bronner par intermittence, jusqu'en 41 en tous les cas, et après en 41, il va se faire donc opérer d'un ulcère donc à l'estomac, et il va rester dans l'est de la France, dans le sud-est. Mais donc, comment faire passer le temps dans ce... Parce que, en fait, Victor Serge, qui, comme vous le savez, est un des grands responsables trotskistes de l'époque, a trouvé refuge à la Villa Herbel. Et dès qu'il trouve refuge, avec sa femme, donc Laurette Séjourné, il avertit donc André Breton. Donc André Breton le rejoint. Il arrive même au bout de quelques semaines à avoir une chambre pour lui et Jacqueline Lamba et leur fille Aube. Et puis finalement, donc la nouvelle est diffusée. En réalité, il y a très peu de surréalistes qui logent sur place.
Donc on va voir quelques photos. Elles sont trompeuses, ces photos. En réalité, ils sont, puisqu'on a des témoignages quand même, ils sont dans des hôtels, parce qu'ils sont souvent étrangers et sans le sou. Ils n'ont pas du tout, donc ils ne sont pas hébergés comme ça gratuitement donc à Herbel. Il ne faut pas romancer les choses. Ce qui est bien, c'est que donc Herbel est le siège donc, de ce comité donc, américain de secours, qui est constitué, enfin qui est dirigé par Varian Fry et par Daniel Benedict, qui est lui-même trotskiste. Donc on a vraiment la filière trotskiste, la même que Rius a mis en place vers Perpignan en réalité, puisqu'on a des écrits de Sherry Mangan, qui est le correspondant donc, à Paris, qui est américain, qui est trotskiste, qui dit très bien que c'est une filière pour les trotskistes. Et là, donc, il s'occupe, que font des artistes quand ils attendent donc, un visa. Victor Serge avait rebaptisé donc Herbel le château Espervisa, parce qu'ils ont quand même attendu longtemps. Si vous calculez, depuis la fin de l'été 40, dans le meilleur des cas, il y en a qui sont partis en mars 41. C'est long quand même, ça fait 6 mois minimum, et il y en a qui vont rester plus longtemps à attendre le visa. Donc là, on a ces fameuses photos qui sont prises donc à Herbel, que vous devez connaître. De gauche à droite, on a Jacques Hérold, Oscar Dominguez et André Breton. Je vous montre ceux qui vont faire partie ensuite de la revue que va donc éditer Robert Rius. Voilà une autre photo qui est très émouvante, avec André Breton donc, et sa fille, Aube, qui est toute petite, qui est née en 1935, donc il y a 5 ans. Sylvain Hitkin, qui va trouver un sort comparable à celui de Robert Rius, qui va être torturé et exécuté par Barbie, à Lyon. Wilfredo Lam, qui est un ancien, très grand peintre cubain, mais aussi ancien de la guerre d'Espagne. Sa femme, Oscar Dominguez, donc, dont on a déjà évoqué le nom et qu'on va retrouver de nombreuses fois, et bien sûr donc Jacques Hérold. Voilà, alors Hitkin, qui est le grand comédien, c'est le même, c'est le grand comédien des années 30, des films de Renoir, etc. Hitkin a créé à Marseille la coopérative du fruit mordoré, surnommée par tout le monde le croque-fruit. Ils ont donc inventé une espèce de pâte d'amande qui roule, vous voyez. Les artistes travaillent à mi-temps, ils sont payés à plein temps. C'est vraiment donc une coopérative dans l'esprit, l'esprit dont témoigne donc Hitkin, qui est quand même un ancien du groupe donc Octobre, qui est une grande figure donc du trotskisme en France. Voilà, une dernière photo, je crois que c'est la dernière d'Herbel. Je la mets parce qu'il y a une petite divergence de vue sur cette photo, donc j'en profite puisqu'on est là. Donc vous voyez à peu près tout ce que vous avez vu dans les précédentes photos. Là, il y a Jacqueline Lamba, donc le fameux tournesol, à qui Rius a dédié une bonne partie de Frappe de l'écho. Et puis vous avez donc celui que je pense être Daniel Benedict, mais à Pompidou, il pense que c'est Robert Rius. Alors je vais vous montrer une photo juste derrière de Robert Rius de la même période. Voilà. Alors c'est vrai que l'implantation des cheveux et les oreilles, je veux bien, mais bon, les lunettes, moi je suis un peu sceptique, alors on va peut-être la remontrer. Voilà. Je pense pas que ça soit Robert Rius, mais bon, j'ai du mal à me faire entendre. Voilà. Ça, c'est une petite aparté. Je pense que c'est Bénédicte. Bon. Oui. Alors, ça, c'est un document qui vient de la famille Blanc, donc de la mère de Rius. C'est une très belle lettre, je trouve très gentille, de Victor Bronner pour remercier les Blancs de les avoir donc accueillis à Perpignan. Et il en profite pour leur donner des nouvelles de leur fils. Voilà, cher monsieur et madame Blanc, pendant tous ces temps, j'ai souvent voyagé, et notamment à Marseille, où je suis allée pour faire des demandes pour pouvoir partir en Amérique.
C'est à Marseille où j'ai rencontré Remedios, si vous vous rappelez d'elle, de cette dame rousse qui habitait avec nous à Canet. Elle revient de Paris, elle m'a donné des nouvelles de Rius. Il paraît qu'il est très bien et qu'il gagne de l'argent. Il est installé dans un magnifique appartement et s'occupe de la vente de livres d'art. Quant à moi, j'ai dû déménager ici conformément à une nouvelle disposition de la préfecture qui oblige tous les étrangers de quitter Canet. Je me rappellerai toujours de votre gentillesse envers moi et je vous prie de croire à mon amitié respectueuse, Victor Bronner. Voilà, donc c'est de la Villa Jeannette à Saint-Filiu-d'Amont. Vous avez énormément, dans la production qui est conservée à Saint-Étienne, vous avez énormément de dessins, de peintures, énormément d'œuvres qui ont été créées pendant cette période, donc en Roussillon. Joint à la lettre, il y avait ce dessin dédicacé à Rius, donc 41, Saint-Filiu-d'Amont, pour Rius, amitié Victor Bronner, et la date de 41. Alors, donc ce grand appartement, ben, le voilà. Le voilà, alors dans une photo qui sera prise 2 ans plus tard, c'est la seule photo qu'on ait, pour l'instant en tous les cas, de l'appartement de Robert Rius. Donc vous pouvez voir qu'il est richement meublé. Il y a des œuvres d'art au mur. Là, vous en voyez que 2-3, mais on sait que c'était absolument couvert d'œuvres d'art et de livres. Alors, c'est une photo qui représente 2 ans plus tard, donc en 1943, donc je vais faire un aller-retour. Celle qui va devenir la femme de Robert Rius, donc Laurence Hichet. J.V. Manuel, c'est son pseudo sous l'occupation, enfin un de ses pseudos, qui est un républicain donc espagnol, qui se fera appeler plus tard en tant que peintre Manuel Viola, et qui sera un des fondateurs du groupe donc El Paso en Espagne. Robert Rius qui est au centre, Marie-Antoinette et Jean-Simon Poli, Jean-Simon Poli qui sera exécuté donc avec Robert Rius. Alors, Laurence Hichet, je vais brièvement passer dessus, mais quand même. Donc, il l'a rencontrée en 1940, probablement au mois de février ou mars. Elle l'a rencontrée avec, alors là c'est le témoignage de ma tante, hein, elle l'a rencontrée avec Oscar Dominguez, Jacques Ayrold et Victor Bronner. Des fois, en se moquant, elle disait « mais j'ai pris le plus jeune, c'est tout ». Laurence Hichet, elle est née Marie-Laurence Achard. Elle est la fille d'une modèle de Montparnasse qui travaillait pour Paul Poiret, qui s'appelait Renée. Elle a été élevée près de Saint-Étienne, donc à Saint-Éan. Elle est née donc à Saint-Étienne. Et elle a été recueillie par René Hichet et il lui a donné son nom en 1932. René Hichet, c'est un sculpteur qui est de la même génération que la première génération des surréalistes. Il l'a fait poser, et avant, bon, déjà, on a, là je vous ai montré que quelques œuvres, donc L'inconnu de la Seine, et vous verrez sur la diapositive, on va passer vite. Il a réalisé donc les masques d'André Breton et de Paul Éluard, les fameux masques en 1929. Donc c'est quelqu'un qui est proche, on ne la voit pas là, donc il est proche de Paul Éluard et de André Breton, il est proche, on ne voit pas le petit morceau. Il y avait toute une section dans cette exposition sur Jo Bousquet, qui est un camarade d'enfance. Alors, celui qui était sur la photo aussi, Manuel Viola, J.V. Manuel, j'en parle brièvement parce que cette photo, elle est emblématique de la création de quelque chose d'important. Alors lui, c'est un républicain espagnol, mais c'est surtout quelqu'un qui est proche, j'allais presque dire, qui a eu des initiatives surréalistes très importantes donc en Espagne avec Remedios Varo, là vous la reconnaissez, pour vous montrer que c'est un tout petit milieu, c'est-à-dire que tout le monde se connaît, c'est connu avant, c'est vraiment, et donc Esteban Frances. Donc vous voyez donc cette photo-là, et pourtant donc elle est prise en 1936, avant donc Esteban Frances, et à ce moment-là vit toujours donc à Barcelone. Alors Esteban Frances, c'est une des grandes énigmes, hein. Il est inconnu en France. Il est hyper connu aux États-Unis, hein, il est considéré comme un des grands peintres surréalistes, et absolument inconnu en France. C'est toujours très drôle, ça.
Ils ont créé plusieurs groupes surréalistes, dont les logicophobistes, à Barcelone, et ils ont régulièrement organisé des expositions Picasso, ils ont fait venir Paul Éluard, et ils ont fait venir Benjamin Perret, et c'est à l'occasion d'une de ces conférences que Benjamin Perret va rencontrer Remedios Varo et la voler donc, à donc Esteban Frances. Voilà, alors, ça c'est une photo des manifestations de 1935. Je vous l'ai mis toujours pour vous dire les coïncidences, et les choses sont assez extraordinaires. Sur cette photo, c'est la fameuse manifestation qui est ce qu'on appelle la manifestation fondatrice du Front populaire, c'est celle du 14 juillet 1935. Celle qui va, comment dire, rassembler pour la première fois toute la gauche. Donc, et qui va donc aboutir à l'élection de Léon Blum en mai de l'année suivante. Donc, il y a une section de cette immense manifestation qui est, comment dire, sous l'auspice du comité de vigilance antifasciste. Donc là, on voit des photos de Arthur Arfo qui ont été prises au tout début de la manifestation. Enfin, c'est la suivante, en fait. Si tu peux la montrer, puis je reviendrai sur celle-là. Donc là, ils sont en train de se mettre en place. Et donc, la bannière est portée donc, par René Hichet et par André Malraux. Là, vous voyez la mère de Laurence Hichet. On va revenir... Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien, vous avez André Breton qui est là. Vous avez sur cette photo-là Paul Éluard. Vous avez là Germaine Tillon. C'est-à-dire qu'en fait, quand on voit ce qui se passe beaucoup plus tard, on voit bien que les premiers réseaux donc, de résistance et les premiers réseaux qui s'organisent, c'est bien des amitiés d'avant-guerre. C'est bien des... Enfin, les gens se connaissent en réalité. Ils ne se sont pas fait confiance comme ça. Voilà. Je pense que pour confier sa vie donc, à quelqu'un, il faut quand même... alors, c'est une manifestation énorme, avec énormément donc, de participants. Il y a d'autres photos, mais bon, on va pas... Il y a énormément donc, d'intellectuels. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le comité Rivet, Alain, etc. Et Rivet donc, va donc abriter le premier réseau de résistance, enfin celui qu'on dénomme ainsi, qui est le groupe du musée donc, de l'homme, auquel vont donc appartenir... auquel va donc appartenir certaines des personnes que j'ai désignées. Alors, Laurence Hichet, donc, bon, ça j'ai mis donc une photo donc, de Guernica, parce qu'on va donc y revenir un peu plus tard. Alors, donc là c'est le faire-part du mariage de Robert Rius avec Laurence Hichet, qui est fait par René Hichet. Voilà, donc vous voyez donc l'adresse 26 rue Racine, donc monsieur et madame René Hichet ont le plaisir de faire part du mariage de leur fille avec monsieur Robert Rius, madame Antoine Blanc, veuve Rius et monsieur Antoine Blanc ont le plaisir de vous faire part du mariage de leur fils. Évidemment, c'est un faire-part improvisé sous l'occupation sur ces fameux donc, cartes postales. Je pense que vous en avez déjà vu, hein, de courrier. C'est assez curieux, parce que ça sent bien le mariage précipité. Et le mariage, alors je vous rassure tout de suite, donc Laurence Hichet, a priori, enfin, de ce que je sais, elle n'était pas enceinte, c'est un vrai mariage, voilà. Mais ça sent, là, je crois qu'on comprend bien qu'en juin 1941, ça se passe pas bien quand même, hein, parce qu'on voit bien, il y a beaucoup de mariages dans le groupe surréaliste, hein, beaucoup de gens qui passent, enfin, qui régularisent donc leur situation, on va dire ça comme ça. Alors voilà, donc là, le même mois, juin 1941, il y a le premier numéro d'une revue qui est en gestation depuis l'automne 1940. Les premières discussions ont eu lieu à Paris autour de Benjamin Perret, qui à ce moment-là, bon, est encore à Paris puisqu'il travaille pour un journal, de la collaboration d'ailleurs, où il fait passer des petites blagounettes. Il arrive donc à faire passer dans une éphémérie de la Saint-Ubu. Voilà, donc avec Robert Desnos, hein, ce sont les deux poètes qui ont été pris parce qu'ils travaillaient déjà pour ces journaux en fait avant l'occupation et ils sont pris par le retournement de la rédaction
Et donc, il continue à publier plus ou moins, mais Perret finit par partir, hein, parce qu'il ne peut pas rester, donc les conditions sont devenues trop difficiles. Et Desnos utilisera comme couverture, le fait d'être journaliste à... Comment ça s'appelait ? Aujourd'hui. Alors, donc ça, c'est un des spécimens originaux de la main à plume, avec la signature, parce que tous les poèmes ont été publiés sans signature, de manière anonyme. Je vous rappelle qu'en mars 1941, il y a eu le procès du Musée de l'Homme. Il y a eu les premières condamnations à mort. Donc tout le monde a compris que publier des journaux résistance, c'était pas sans conséquences. Bon, pour rappel, le Musée de l'Homme a publié un journal en décembre 1940 qui s'appelle Résistance, qui va donner d'ailleurs son nom au mouvement. Et voilà. Et ils n'ont pas fait que ça, mais ça fait partie des choses. Alors, l'état de présence, c'est un éditorial. Vous voyez bien le titre, état de présence. C'est évident, on est tous d'accord que c'est clairement un éditorial de règlement de compte contre Breton et Perret qui sont partis, et même Perret. Il y a une phrase qui est terrible, hein, d'état de présence. Et c'est pourquoi nous sommes aujourd'hui amenés à répondre à la grande question de Baudelaire, faut-il partir, rester? Si tu peux rester, reste. Nous savons que nous ne pouvons jamais fuir que dans l'espace, et nous ne sommes pas encore assez vieux pour pouvoir décemment jouer à sauve-mouton, nous restons. Je pense que si on doit faire une réflexion sur l'oubli de Robert Hius et sur le sort qui a été fait donc à la main à plume, le fait que ça soit souvent donc occulté dans les histoires du surréalisme ou en tous les cas minoré, il est évident que cet éditorial n'y est pas pour rien. Ils ont quand même, dans cet éditorial et dans d'autres choses qu'ils ont pu faire, manifesté. Alors, je vais revenir sur Hius lui-même. Là, c'est le groupe, donc la main à plume. Ce qui est intéressant, c'est que ce premier numéro, donc, cet éditorial est signé par Marc Patin, Jean-François Chabrin, Adolphe Hacker, vous vous souvenez, les dessins communiqués. Vulliamy. Alors, Vulliamy, on se demande ce qu'il fait là. Il vient de l'abstraction. C'est un peintre suisse. Et il apparaît là. Et c'est d'ailleurs en fréquentant la main à plume, hein, et en étant parmi les fondateurs, qu'il va rencontrer celle qui va devenir sa future femme, qui est la fille d'Éluard, de Paul Éluard. Régine Rofast, qui va devenir la belle-sœur de Jean-François Chabrin, Hans Schoenhoff, qui est le traducteur d'Éluard en tchèque, qui est réfugié donc à Paris, et qui est le financier de la main à plume, c'est lui qui a financé tout ça, et Robert Hius. Alors, dans ce même numéro, vous avez un poème de Robert Hius qui s'appelle « La main courante ». Voilà, qui est un très beau poème. Et vous avez... on va continuer, parce que je crois que l'heure, là, ça... Et vous avez tout de suite derrière la première publication pendant l'été donc 41, première plaquette individuelle. Elle est d'un jeune poète belge qui s'appelle Christian d'Autremont, ça va être sa première publication. Il est tombé amoureux de Régine Rofast, que vous avez vu, qui a signé l'éditorial qui est fondatrice de la main à plume, qui est une poétesse, un écrivain absolument extraordinaire, Régine Rofast. Et donc, il va pouvoir publier grâce à la main à plume. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à trouver chez un collectionneur, édition surréaliste, la première version, quelques exemplaires. Et tous les suivants sont normalement édition la main à plume. Officiellement, à la Bibliothèque donc, nationale, c'est référencé comme une édition la main à plume, évidemment. Qu'est-ce que ça nous permet de découvrir? Frappe de l'écho de Robert Hius, donc en 1940, vous vous souvenez, un an plus tôt, illustré par Victor Bronner, et la dernière publication éditée aux éditions surréalistes. C'est la dernière publication. Là, on a un an plus tard, une publication donc individuelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont pensé qu'ils allaient pouvoir conserver, dans un premier temps, édition surréaliste? Est-ce qu'ils ont hésité? En tous les cas, bon,
il n'y a que quelques exemplaires. Voilà. Alors, ils vont se lancer dans une tournée pendant une bonne partie de l'été et de l'automne 41. Robert Hius va passer en zone non occupée. Il veut présenter sa femme à ses parents à Perpignan, donc il va venir jusqu'à Perpignan, il va passer, vous voyez là, Souvenir de Lyon, il va passer par Marseille. Ils vont avoir des contacts avec pas mal de libraires et ils vont commencer à diffuser donc La Main à Plume, de manière très paradoxale, hein, ça paraît fou avec le recul, mais ils vont réussir donc à diffuser donc La Main à Plume assez facilement. Alors vous allez me dire que la première plaquette collective est donc anonyme, hein, mais ils ont le D'autres mondes donc avec eux, hein, ils ont la première... bon, c'est pas non plus des poèmes révolutionnaires, hein, D'autres mondes, mais quand même. Voilà, là on a une lettre, hein, toujours de 41, de Robert Hius aux amis donc à Marseille. C'est pour montrer donc l'ambiance, c'est assez intéressant ce document. Chers petits amis, le père d'André, donc c'est breton, hein, était bien à Paris, était venu à Paris et recherche les livres expédiés par Hérold il y a 1 an. Vous voyez de nouveau. C'est-à-dire que le père de Breton a dû recevoir une lettre d'André Breton aux États-Unis qui réclamait ses livres. C'est quand même un peu ubuesque, mais ils sont dans les détails donc matériels, tous là. Il faudrait que tu demandes le récépissé d'expédition à la SNCF et me le faire parvenir aussitôt. Mais visiblement, déjà à l'époque, il faut avoir les papiers. Hein. Voilà. Ensuite, bon, il n'y a rien de très... voilà, il demande à la fin, c'est surtout ce qui est intéressant. Oscar, qu'attend-il? Laurence et moi, nous vous embrassons. Mais Oscar, qu'attend-il? Et c'est intéressant parce que Oscar Dominguez va quitter à ce moment-là donc Marseille et va rejoindre Paris où il va devenir un des piliers de La Main à Plume, probablement avec Picasso, l'artiste le plus important donc de La Main à Plume. Alors en décembre, il y a une nouvelle plaquette collective. Alors normalement, quand on fait une revue, on a toujours le même titre. C'est un peu l'idée, hein, de manière à... Pourquoi ça change de nom à chaque revue? Ben, en fait, c'est pour contourner donc la censure allemande. Si vous changez le titre à chaque fois, c'est comme si vous recommenciez à 0. Est-ce que vous me comprenez? Donc, en fait, il n'y a pas le processus de censure qui est dédié aux revues. Il y a le processus de censure, entre guillemets, qui devrait être pour le livre. Mais comme c'est entre les deux, eh ben, ça échappe aux mailles du filet, tout simplement. Alors, dans ce deuxième numéro collectif, on retrouve certains qui étaient déjà au premier numéro, c'est-à-dire Jean-François Chabrin, Christian d'Autremont, J.V. Manuel, Marc Patin, et en illustration, Tita et Gérard Vuillamy. Mais il y a plein de nouveaux qui arrivent. Alors, il y a des anciens du groupe surréaliste. J'allais dire les grandes figures. Paul Éluard, Pablo donc Picasso, Oscar Dominguez, Raoul Hubac, qui quand même depuis 2-3 ans, enfin donc avant la guerre, commence à avoir une bonne réputation au sein du groupe surréaliste. Et puis vous avez des gens des Réverbères, des jeunes des Réverbères qui arrivent, Noël Arnaud, Jacques Bureau, Aline Gagnère. Voilà, donc vous avez 3 qui arrivent des Réverbères en renfort, qui rejoignent d'anciens Réverbères comme Marc Patin et Jean-François Chabrin. Donc on voit qu'il y a diverses origines à La Main à Plume avec d'autres groupes. Les Réverbères, pour résumer, c'est une revue qui a été fondée par Michel Tapier de Céléran et Jean Marambert, rue du Cherche-Midi, et qui était néo-dada et très intéressé par le jazz. Et ils ont embarqué dans leur aventure énormément de lycéens qui étaient tous dans le même lycée d'ailleurs, qui se côtoyaient, dont Jean-François Chabrin, Noël Arnaud, etc. Alors, la troisième plaquette collective, qui est à l'heure actuelle toujours considérée comme la plus belle publication de La Main à Plume, sous son nom, Main à Plume, c'est La conquête du monde par l'image. Pourquoi? Parce que dans ce numéro, on va retrouver des textes théoriques
extrêmement importants. D'abord ceux donc, de Paul Éluard, qui va, et puis des poèmes de grande qualité, des textes de Régine Rofast, de Marcel Marienne, donc on retrouve les Belges, et des illustrations aussi. On va retrouver donc Valentine Hugo, René Magritte. Alors il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont donc à Paris, ça veut dire simplement que Robert Rius puise dans son fonds personnel pour pouvoir donc illustrer la revue. Donc ça, il faut faire attention. De même, vous avez la présence de certains auteurs qui en réalité ne sont pas donc à Paris non plus, qui envoient, donc la poste fonctionne, hein, donc, ou qui font donc apporter par des amis, etc. Donc il faut un peu se méfier de ça. J'allais presque dire, l'usine donc à poèmes, ça permet donc à Rius de dissimuler son activité. Alors, vous avez vu, il n'a pas signé pour le premier donc, numéro. Là, il n'apparaît pas non plus sous son nom nulle part. Le premier numéro était hébergé par Marc Patin. Le deuxième va l'être au domicile de Noël Arnaud, mais qui, entre-temps, va se faire donc expulser, donc ça risque rien. Pourquoi? Parce que Marc Patin a commencé à avoir de gros problèmes. Parce que la main à plume, en réalité, s'est fait remarquer. Ils ont cru que c'était très bien passé, oui, la première année, mais ça a fini par arriver donc à la censure. Alors, c'est pour ça que vous retrouvez, donc, pour revenir donc, aux illustrations, vous retrouvez du Delvaux, etc. Il faut faire attention, donc ils ne sont pas directement donc, à Paris en train de participer donc, à la main à plume. La couverture, donc, c'est une œuvre de Picasso qui va prendre, c'est le deuxième numéro auquel il participe, va prendre une grande place dans la main à plume. Alors, en 1942, les forces françaises libres à Londres décident de publier un poème d'Éluard qui a été publié dans le numéro de mars-juin de la revue de Max-Paul Fouché, donc en Algérie, Fontaine, sous le titre d'Une seule pensée. Entre-temps, la main à plume veut publier un recueil qui s'appelle Poésie et vérité, et Une seule pensée est prévue pour ouvrir ce numéro en zone occupée. Une seule pensée qui devient liberté, c'est un peu plus dangereux quand le titre est changé, mais la main à plume décide de prendre le risque. Donc, les forces françaises libres donc en Angleterre et la propagande, enfin le ministère de la propagande anglais et les services secrets donc décident deux choses. D'abord, ils traduisent liberté en anglais et ils le diffusent massivement au Royaume-Uni, mais ensuite ils décident de le parachuter, de faire des opérations de parachutage de feuillets. Alors je vous renvoie vers le livre de Xavier Donzelli, qui en a fait un roman, très bon roman, il a fait une grande enquête là-dessus. C'est assez drôle de voir l'itinéraire de ce poème. Quoi qu'il en soit, il est bien publié pour la première fois en zone occupée par la main à plume, et sous son titre le plus connu, c'est-à-dire donc Liberté, et ça va valoir à la main à plume de gros ennuis. Alors, ils ne font pas que ça, ils font aussi des choses plus directes. Donc ça fait partie des nombreux tracts publiés par la main à plume sous l'occupation. Ça s'adresse aux écrivains collaborationnistes, ou collaborateurs plutôt. Voilà, le titre est clair, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, ensuite, toujours dans les plaquettes individuelles, la deuxième plaquette individuelle donc, est faite par Laurent Sichet et Oscar Dominguez pour les illustrations. Ce qui est intéressant, c'est le rôle que Rius donc, a joué là-dedans. Alors, ce n'est pas simplement l'éditeur, hein, ça va beaucoup plus loin. On a retrouvé les originaux, les manuscrits donc, originaux d'Au fil du vent, et le premier titre du recueil de poèmes, c'était Au fil de l'écho. Et quand on reprend toute la structure de l'œuvre de Laurent Sichet, on se rend compte qu'il y a une influence de Robert Rius qui est quasiment partout. Alors, elle s'en détache. Après, il y a plusieurs versions et elle finit par faire quelque chose de plus érotique, bien que la poésie donc, de Rius soit extrêmement érotique, mais
ou alors peut-être parce que c'est une femme, ça a davantage choqué. Pour dire les choses telles qu'elles sont, puisque quand le recueil est sorti, Maurice Blanchard a dit « Comment une femme peut-elle oser donc écrire cela ?» Il était scandalisé, c'est Maurice Blanchard. Alors, le grand succès de la main plume, après la conquête du monde par l'image et poésie donc et vérité, parce que poésie et vérité, c'est vendu comme des petits pains, ça a été les pages libres, la série des 12 pages libres qui vont être publiées donc entre novembre 42 et février 44. Alors, il y a marqué janvier 43, mais on est en train donc de rectifier ça. Alors, parce qu'avec les trucs antidatés, c'est très compliqué. Alors, si vous remarquez les 12 auteurs, je ne sais pas si vous voyez bien, donc Noël Arnaud, Maurice Blanchard, c'est par ordre alphabétique. Gérard de Sède, Chabrin, Breton, Léo Mallet, Manuel, Perret, Benjamin Perret, Laurent Sichet, Robert Rius, Christian d'Autremont et Picasso qui est anonyme, mais qui est attribué à Robert Rius et pour le dialogue avec Picasso et Jean-François Chabrin. Donc, c'est une des illustrations pour Au fil du vent qui est repris donc en frontispice. Et c'est surtout la réconciliation entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, si vous regardez bien. Voilà, il y a bien André Breton, il y a bien Benjamin Perret, voilà, il y a Léo Mallet qui commence à avoir beaucoup de difficultés avec le groupe parce qu'il vient de sortir son premier roman, qui est un roman policier avec un détective, Nestor Burma, hein, que vous connaissez, et qui est brocardé par le groupe parce qu'il trouve qu'il cède à la facilité. Voilà, et vous avez donc la participation donc, de Picasso, non seulement au numéro qui lui est consacré, mais aussi donc, à donc, Étagère en flammes. Dans donc, le numéro 10, Serrure en friche de Robert Rius, a la particularité d'être en vers libre, et le vers correspond à donc, une illustration imaginée par Robert Rius. Donc là, on retourne à une des passions hein, qu'a toujours eu Robert Rius pour l'art, les arts plastiques. Et donc ces gravures auraient été réalisées, je mets le conditionnel parce que je n'en suis pas certaine, par Flores, Pedro Flores, qui est un peintre d'origine espagnole. Alors là, on a des photos familiales prises à Perpignan, dans la maison de la rue Racine, à l'occasion d'un séjour en 1943. Voilà, donc là vous le voyez sur la photo de gauche avec sa mère. Voilà, c'est des photos qui sont toujours très émouvantes. Hein. Là vous avez donc un portrait de Robert Rius par Pablo Picasso en 1942. Alors pour l'anecdote, Jean-François Chabrin donc, a écrit qu'on était adoubé dans la main à plume quand Robert Rius vous faisait visiter donc l'atelier, faisait une visite privée de l'atelier d'André Breton. Mais j'ajouterais, on était adoubé aussi à la main à plume quand Robert Rius vous amenait chez Picasso. André Stille, dans ses mémoires, hein, si vous avez donc l'occasion de les lire, le raconte très bien. Alors, dans les activités aussi qui participent à l'oubli de la main à plume, il y a le commerce de faux tableaux, plutôt le trafic de faux tableaux. Sous l'occupation, je précise bien, dans des circonstances extrêmement précises. Donc là, vous avez un tableau de Picasso à gauche et son faux, qui n'est pas signé, ils ne sont pas allés jusque-là quand même, réalisé par Oscar Dominguez. Voilà. Moi, je trouve qu'on voit bien que l'un est un Picasso, l'autre un Dominguez, mais bon. Actuellement, il a été, celui de droite a été acquis par le musée Picasso à Paris, est exposé actuellement au musée avec la mention faux tableau, etc., pour illustrer la période. Le problème, c'est que Robert Rius, il est de temps en temps convoqué par un galeriste, hein,
pour qu'il récupère ses toiles, hein, les toiles qu'il a amenées. Donc on a des traces à la bibliothèque de l'Arsenal. Dans un des dossiers, on a évidemment quelques lettres adressées à M. Robert Rius, lui demandant de bien vouloir récupérer ses faux tableaux. Voilà. Je préciserai que le peintre qui a été le plus copié, parce que vous avez vu, ce n'est pas tout à fait des faux, c'est réimaginé, enfin voilà. Comment? Ce sont des hommages, absolument. On est méchante langue. C'est de Chirico. Et de Chirico, quand il est rentré à Paris, après l'occupation, quand il est revenu en France, il les a signés, les faux, parce qu'il comprenait. Il trouvait que c'était... D'abord, il trouvait que c'était très bien fait. Et il n'a pas voulu... Enfin, il a estimé, je crois qu'il faut se remettre quand même dans le contexte donc, de l'époque, il a donc estimé qu'il n'avait pas donc à renier ce qui s'était passé, que c'était... Quelque part, ça faisait partie... voilà. Donc, il les a signés. Alors, imaginez pour les experts de Chirico le problème. Ils ont des faux tableaux avec des vraies signatures. Voilà, donc ça, c'est une photo en 1944. Donc vous voyez que l'activité personnelle de Robert Rius, ce qu'il édite, il n'a pas énormément fourni de travail. C'est simplement que depuis au moins 1942, en tous les cas d'après les archives de la Résistance, les archives militaires à Fontainebleau, il est au Front National des Écrivains depuis 1942 et il rejoint ses premiers maquis à l'automne 1943. Alors, comme je vous dis, il rejoint un premier maquis en 1943 dans le sud-ouest de la France et donc il laisse son appartement, square de l'Ormel, aux gens qui l'hébergent. Et il y en a pas mal. Alors, ils vont éditer cette petite... C'est juste une page recto-verso. Donc, vous voyez, ça n'a pas du tout la même ampleur ou la même qualité que les autres publications de la main à plume. Il y a des nouvelles signatures. Vous avez Pierre Naville. Vous avez Gérard de Sède qui, tout d'un coup, revient. Il était dans le numéro 1 de la main à plume, mais après, il était quasiment plus. Et vous avez un certain Gilles. Derrière le pseudonyme de Gilles, c'est Maurice Nadeau. Et vous allez voir, ça va aussi participer à l'oubli de la main à plume, de manière très paradoxale. Il y a une publicité, évidemment, pour les pages libres avec la première série. Et ils annoncent que prochainement va être édité l'objet. Et ils n'annoncent pas la deuxième série de la main à plume où était prévu René Char. Alors, René Char qui courtise depuis déjà 1941. Il y a eu plusieurs rencontres à Marseille. Le problème, c'est que c'est Gérard de Sède et Jean-François Chabrin qui sont allés solliciter René Char. Et René Char ne les a pas du tout appréciés. On le sait parce qu'on a des lettres à Victor Bronner, etc., dans lesquelles René Char dit tout le bien qu'il pense, c'est l'ironie, hein, tout le bien qu'il pense de Gérard de Sède et de Jean-François Chabrin. Alors, l'autre plaquette qui était prévue, c'est Avenir du surréalisme. Alors, Avenir du surréalisme, ça c'est André Stille, que vous devez connaître puisqu'il s'était installé en Roussillon, donc je suppose que bon, c'est l'ancien rédacteur en chef donc, de l'UMA, enfin c'est quelqu'un qui a une grande... et qui m'a beaucoup aidé au début de mes recherches, hein, quand j'ai commencé en 2003, il y a déjà 21 ans. Il a beaucoup donc témoigné sur Robert Rius. Alors il ne l'a pas connu longtemps, évidemment, il ne l'a connu qu'un an. Mais une grande mémoire, une grande sensibilité, une grande rigueur. Et ce que j'ai particulièrement donc apprécié, c'est que c'était un communiste pur jus, hein, André Stille. Robert Rius étant trotskiste, il aurait pu avoir une certaine prévention, etc. Et pas du tout. Hein, il a vraiment... je l'ai trouvé très juste dans son analyse de la période et très honnête. Voilà, donc ça c'est le fameux Avenir du surréalisme que André Stille aurait dû faire paraître. Donc là vous retrouvez des gens à la fois du groupe de la main à plume et puis des gens qui appartiennent au feuillet du 421 de André Stille, dont
Jacques Parlé, Marco Ménégoz, le jeune poète qui va être exécuté avec Robert Hius, Édouard Jaguer, qui là vient juste de changer son pseudonyme dans la publication précédente, il se faisait appeler SS Jaguer, et Charles Bocquet, qui est un jeune militant communiste, avec lequel j'ai pu donc échanger aussi sur Robert Hius, qui était encore en vie quand j'ai commencé mon enquête. Alors, dans cette publication, donc Avenir du surréalisme, il y avait ces deux poèmes qui étaient prévus pour la publication. Donc ça, ce sont les originaux, les tapuscrits donc originaux des poèmes de Robert Hius. Et puis, voilà, le 26 août 1944, alors ça ne doit pas être dans le bon ordre, on a enlevé une photo là. Bon, reviens peut-être. Pardon. Fais défiler un peu, du coup. Ouais. Ah non. Bon, on a dû l'enlever. Oui, parce qu'on. Oui, alors pardon, on remonte, excuse-moi. Robert Hius, il est accompagné donc au maquis par son épouse. Il rejoint donc un groupe à côté de Fontainebleau avec Jean-Simon Poli, donc, que vous avez vu sur la photo chez Robert Hius, qui est le directeur des cahiers de poésie. Je ne suis pas revenue longuement sur les cahiers de poésie parce qu'en fait, ils hébergent donc la main à plume pendant un numéro, qui est un numéro mémorable d'ailleurs, parce que ça aurait été un peu trop long d'expliquer. Alors, et puis Marco donc Ménégoz, dont vous avez vu le nom des feuillets du 421. Donc tous les trois, ils partent rejoindre ce maquis. Ils devaient constituer une unité complète normalement, donc 16 combattants, enfin 24 combattants en 3 unités de 8. Et ça devait être tous les hommes du groupe La Main à Plume. Voilà, il y en a 3 qui sont à destination. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis qu'à 3. Entre-temps, il y en a qui se sont perdus, visiblement, qui sont rentrés à Paris. Ça aussi, ça participe à l'oubli de La Main à Plume. Parce qu'il y a cette histoire, malheureusement, du maquis de Fontainebleau et de sa fin tragique pour une partie pour une bonne partie, en tous les cas, de ceux qui ont essayé de constituer donc une unité, la première, de 8 combattants. Alors, donc, on n'a plus de nouvelles de Robert Hius à partir de début juin, donc, 1944. Entre-temps, donc, son ami Pablo Picasso donc, adhère au Parti communiste. Et dans la foulée s'ouvre le Salon d'automne 1944. Pourquoi c'est si important? Parce que le Salon d'automne 1944, il célèbre la libération de la France et des artistes libérés. Personne n'a de nouvelles de Robert Hius. Donc dans les allées du Salon, il y a 2 événements. Le premier, il y a des photos, c'est l'hommage à Picasso, qui se passe très très mal. Ça aussi on l'a oublié, on l'a occulté. Mais le public parisien, habitué à ce qu'on lui fasse des expositions lui expliquant l'art dégénéré, etc., il est toujours resté sur ces trucs et il déteste Picasso. C'est-à-dire que ça se passe très mal, il y a des réflexions, enfin c'est très pénible. Et dans le même salon d'automne, il y a donc une section, c'est la première fois et ce sera la seule fois, qui est entièrement dédiée aux surréalistes. Et c'est tous les... alors, on n'a pas de photo, malheureusement, et je n'ai pas pensé à prendre en photo le supplément du catalogue, mais c'est quasiment tous les artistes La Main à Plume. Plus ceux qui ne sont pas là, comme Tanguy, comme Marguerite, par exemple, mais qui sont bien présents dans cette exposition, qui est vraiment un véritable hommage aux peintres de La Main à Plume, au groupe donc La Main à Plume. Picasso et Éluard, donc vous avez vu qu'Éluard est un élément important de La Main à Plume. Donc là,
ça c'est une photo que j'ai retrouvée à la cérémonie de commémoration des soldats communistes morts au combat. C'est au cimetière du Père-Lachaise et c'est le 16 octobre 1944. Donc on est dans les grands hommages et il y a une espèce d'unité donc nationale quelque part qui se fait. Ça ne va pas durer longtemps, mais ça existe et les photos de l'époque donc en témoignent. Et là, on va passer, pas la peine, on va passer au tableau de Picasso. Voilà. Et là, on découvre au début décembre 1944 le charnier de Fontainebleau, le premier charnier, il y en a deux, avec en tout 40 combattants qui ont été exécutés par les nazis. Et pour certains, après un séjour en prison, comment dire, très, 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 très difficile. Ce qui a augmenté en plus pour Robert Hius, heureusement qu'il a été, comment dire, identifié, parce que par rapport à Jean-Simon Pauly et à Marco donc Ménégos, qui sont arrêtés en même temps que lui, ils ont été donc dénoncés. C'est le seul qui est nuit et brouillard. Alors je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Nuit et brouillard, c'est quand l'administration allemande demande à ce qu'il n'y ait aucune trace administrative du prisonnier. C'est une double punition, c'est-à-dire que c'est à la fois punir donc le résistant en le faisant disparaître, mais punir la famille et les gens qui l'aiment, parce qu'ils ne retrouveront pas le corps, ils ne sauront pas ce qui lui est arrivé. C'est un décret, hein, ça s'appelle NN, je ne parle pas bien allemand, donc je ne me risquerai pas donc, à le lire en allemand. C'est un décret donc nazi qui date déjà, je crois, de 41 ou 42, hein, mais qui est mis en place. Donc, on a consulté les archives de la prison de Fontainebleau, etc. On a retrouvé Jean-Simon Pauly, on a retrouvé Marco Ménégos, on a retrouvé tous les autres. Rius n'y est pas. Et c'est pour ça que dans son dossier donc résistant, tout en haut, il y a bien marqué NN, nuit et brouillard. Donc les militaires ont évidemment compris. Voilà, donc ils le savaient. Ils ont mené donc une enquête. Hein. Il faut savoir que l'enquête sur Robert Rius, les circonstances de son arrestation, a été ouverte très longtemps. Moi, j'ai retrouvé dans les archives, il y avait même des témoignages de 1957, 1963, 1964, parce qu'après, il va y avoir la capture de William Korff, qui est donc à l'origine, qui a fait donc arrêter Rius, qui est à l'origine des tortures et à l'origine de son exécution. Et William Korff, vous devez peut-être le connaître parce que Louis Malle a fait un film qui s'appelle « Au revoir les enfants » sur Fontainebleau, où William Korff joue l'un des rôles principaux, puisqu'il est à l'origine de la mort, de l'exécution de nombreux résistants, enfin nombreux, de plusieurs dizaines, je crois qu'on est presque à 100 résistants, c'est un des records, hein, c'est un colonel allemand qui a été chargé de la contre-propagande française. Il parle parfaitement français, William Korff. C'est pour ça qu'ils lui ont donné un rôle donc aussi important. Et il a fait beaucoup de dégâts. On considère que c'est l'équivalent de Barbie, mais donc en Seine-et-Marne. Et les journaux de l'époque, alors je ne vous les ai pas mis parce que les titres sont terribles, on l'a surnommé à l'époque le bourreau de Seine-et-Marne. Hein. Voilà, c'est son surnom. Il a fait des choses, il a pendu des gens dans des puits en les faisant saigner, enfin des trucs, on se croit dans un film d'horreur. Voilà, donc c'est... s'il n'y avait pas ce soldat donc américain qui, début décembre, va dans la forêt de Fontainebleau pour aller ramasser des pierres, pour les récupérer dans une ancienne carrière de pierre, de quoi construire un mur, il est en train de... Et il tombe sur un pied. Et donc il appelle heureusement, hein, tout de suite, donc il appelle d'autres soldats et il commence donc à déterrer. Donc ils appellent quelqu'un du coin pour savoir ce qui s'est passé, si on sait, et évidemment, au fur et à mesure, donc, on déterre une première série de cadavres, et puis une autre fosse un peu plus loin, qui date là, par contre, pas du 21 juillet comme pour Rius, mais qui date de la mi-août 1944. Donc il y a deux charniers à Fontainebleau, enfin il y a deux fosses, de deux exécutions différentes. À l'heure actuelle, il y a toujours 3 hommes qui ne sont pas donc identifiés. Donc pour vous dire que paradoxalement,
s'il n'y avait pas eu quelques lambeaux de vêtements autour de Robert Hius, avec un point très particulier que faisait donc ma grand-mère qui avait donc travaillé pour Poiret. Elle faisait donc un ourlet extrêmement identifiable. C'est comme ça que mon grand-père donc a pu reconnaître le corps. Parce que c'était dans un tel état que c'était, voilà, ça, depuis juillet, enfin faites le calcul, entre juillet donc, et décembre, c'était extrêmement compliqué. Donc Korff a été arrêté une première fois en Allemagne par les Britanniques, il a été jugé par les Britanniques, donc quand les Français l'ont retrouvé, parce qu'il a été libéré de prison, truc un peu de fou, quand les Français l'ont retrouvé, il a invoqué le fait qu'il avait été déjà jugé et qu'on ne pouvait pas juger 2 fois pour le même crime. Sauf qu'évidemment, les Britanniques ne l'avaient pas du tout jugé pour ce qui s'était passé en France. Donc ça a été un peu compliqué de le faire extrader. Il est retrouvé en 1949. Donc il passe au tribunal en France à l'ancienne prison du Cherche-Midi, où le procès commence. Ça va être un procès fleuve extrêmement médiatique, où il y a de grands avocats, et est évoqué donc pour la première fois le fait qu'on peut juger quelqu'un pour crime contre l'humanité. Ça va être vraiment un énorme procès. Il y a cette notion donc qui commence à être donc évoquée et qui va être évoquée pour contrecarrer les arguments donc juridiques de Korff, qui a de très bons avocats, hein, qui a donc les moyens, qui a de très bons avocats et qui sait bien se défendre. Voilà, donc il va être jugé, il va passer un certain nombre d'années en prison en France, et il va être, au moment de la réconciliation franco-allemande, voulu par De Gaulle, il va rentrer en Allemagne et il va mourir chez lui dans son lit. Voilà, ça c'est toute l'histoire de William Korff, qui est assez... et Rius pendant ce temps-là. Rius, donc on l'a retrouvé, il bénéficie donc... Tous les hommes qui ont été trouvés bénéficient d'obsèques nationales. Il va y avoir une grande cérémonie donc, à Fontainebleau, avec plusieurs hauts responsables de la France libre. Et puis, il va y avoir un premier dossier qui va être fait par le père de Simon Pauly pour les inscrire donc, au Panthéon, dans la liste des poètes morts pour la France. Jean-Simon Pauly va être inscrit, son père va aller jusqu'au bout des démarches, ce qui n'a pas été le cas ni pour Robert Hius, ni pour, a priori, Marco Ménégos, mais j'en suis pas sûre, mais il ne me semble pas qu'il y soit non plus. Voilà, donc je dis ça parce que je dis bien qu'il n'y est pas, parce que j'ai rencontré pas mal de témoins qui avaient connu Rius, qui étaient absolument persuadés que Rius était donc au Panthéon, donc inscrit au Panthéon. Voilà, non, nous sommes allés vérifier, il n'y est pas. Voilà. Peut-être ça se fera un jour, mais en tous les cas, pour l'instant, il n'y est pas. Alors, il avait sûrement, à mon avis, été prévu, parce que comme il y a Jean-Simon Pauly, je ne vois pas de raison qu'il n'y ait pas Robert Rius. Hein, mais voilà, ça ne s'est pas fait. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Merci infiniment, Rose, Hélène Piché. Hein. Hélène, vous êtes vraiment chez vous ici, hein, c'était le lieu pour vous accueillir. Donc voilà, je passe le micro à qui veut poser des questions ou faire un commentaire. Serge. Pas dire quelque chose. J'étais un peu longue. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. Oh, je crois que j'ai été suffisamment longue, j'avais pas vu l'heure, là je viens de la voir. Il faut m'arrêter, moi, quand je parle de Rius. C'est pas du tout obligatoire. Non, ben, je sais pas, vous avez pas des... Non. Peut-être. Monique, peut-être. Très bien.
J'ai appris beaucoup de choses encore aujourd'hui. Et j'ai pas parlé de tout, hein. T'as vu, j'ai fait des impasses. Bah, non, vous n'avez pas de questions? Okay. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu l'exposition donc à Collioure cet été. Oui. Hein, c'est une très belle expo. Et c'est pour ça que quand j'ai vu que vous alliez en parler, bon, je trouve que ça a une information bien éclairée. Vous avez dit énormément de choses. Moi, je suis un peu... Oui, il y a un peu trop. Il y a un peu trop, ouais. Et je ne suis pas rentrée, parce que c'est quand même le centenaire du surréalisme, je ne suis pas rentrée dans les détails techniques pour vraiment sur la poésie de Rius et tout. Je suis restée simplement, j'allais presque dire un peu formelle sur des documents et des... Voilà. Non ? Ils ont été dénoncés. Oui, ils ont été dénoncés, on sait parti. Est-ce qu'il y a une enquête qui a été faite? Oui, oui. Il y a eu plusieurs... il se trouve que le père de Jean-Simon Poli était commissaire de police et que dans le deuxième réseau auquel appartenait mon grand-père, il y avait pas mal de policiers, dont certains qui étaient proches de Max Jacob, donc en particulier... ce nom m'échappe, ça va me revenir. Alors, comment il s'appelle Bon, bref, il y avait deux policiers qui étaient très proches donc, de Max Jacob, qui faisaient partie de Corps Asturies, etc., puisque c'est un réseau donc d'espionnage et de contre-espionnage. Donc, il y a eu plusieurs enquêtes différentes. Moi, j'ai vu dans les dossiers, donc, il y a plusieurs hypothèses. Il y a la dénonciation par un paysan du coin. En tous les cas, pour la première dénonciation, parce qu'en fait, il y a 3 dénonciations. Non, mais alors, en fait, quand ils arrivent près de Fontainebleau, donc à Milly, donc la forêt, il y a le rendez-vous. On le sait parce qu'il y a les témoignages de ma tante, il y a les témoignages de la femme de Simon Poli, enfin ça on connaît. Donc, ils ont le rendez-vous donc le 6 juin. Ils rejoignent donc Milly, donc la forêt. À partir de là, ils s'installent au Rocher de la Reine. C'est leur premier campement. C'est dans une grotte. Là, ils sont donc dénoncés et ils sont alertés, en fait, ce qui leur donne donc la puce à oreille, c'est pour ça qu'ils s'échappent, c'est qu'ils remarquent que leurs affaires dans la grotte donc, ont été bougées. Alors, pourquoi ils sont là? Ça, il faut aussi le dire, j'ai oublié de le dire. Mais ils sont là parce qu'on prépare la libération de Paris et qu'il faut récupérer les armes qui vont être parachutées. C'est ça l'objectif. Hein, parce qu'après, il y a la deuxième DB, d'ailleurs, qui arrive par Fontainebleau pour libérer Paris. Donc là, on est directement lié à la libération de Paris et à la préparation de la libération de Paris. En plus, ironie de l'histoire, ça va peut-être vous faire sourire, mais le signal qui a été donné par la BBC pour annoncer tout ça, c'est l'interprétation que Charles Trenet fait de la chanson de Verlaine, qui donne le code, hein, quand sonne l'heure. Bon. Et donc, ils se rendent, voilà, donc ils échappent à cette première donc, arrestation. Là, on pense que c'est un paysan donc, qui les a dénoncés. Ensuite, ils forment donc un deuxième maquis au-dessus de oh, j'ai un trou là, d'Acher, donc la forêt. C'est pour ça qu'on les appelle administrativement le maquis d'Acher, la forêt. Et là, il va y avoir, ce qui est la version contradictoire toujours actuellement, il va y avoir un groupe qui va être envoyé à un rendez-vous à Paris et un autre groupe qui va être envoyé pour justement récupérer un stock d'armes, un parachutage. Et là, quand Robert Rius, Jean-Simon Poli, Marco Ménégoz et les autres, hein, parce qu'en tout ils sont 8, enfin, ils ne sont pas 8, parce qu'il y en a 3 qui vont à Paris. Ils sont 5. Ils se font... non, ils sont 4. Il y en a 4 à Paris, parce que c'est pile poil, c'est la moitié. Donc, Germinal Matta, Robert Rius, Jean-Simon Poli et Marco Ménégoz. Ils sont donc arrêtés, oui, parce qu'il y a aussi l'agent de liaison qui est arrêté, Vincent Poli. Voilà, c'est le 5e, mais qui est du cru, en fait.
Il y a 4 qui viennent de Paris. Et il y a donc Germinal Almata, sa mère, et une des dirigeantes donc, communistes, une des dirigeantes de la Résistance. C'est pour ça qu'il va y avoir procès, d'ailleurs, interne au Parti communiste. Et puis, Robert Hius est trotskiste, Marco Ménégos est communiste, et Jean-Simon Pauly est, on va dire, plutôt social-chrétien. Donc, ils n'ont pas tous les mêmes obédiences donc, politiques. Mais par contre, tous ceux qui échappent, qui ont le rendez-vous donc, à Paris, ils se connaissent tous depuis très longtemps. Voilà, donc il y a Jean-François Chabrin, il y a son frère, il y a le frère aîné de Ménégos. C'est une histoire terrible. Hein, parce qu'il y a un frère qui va mourir, un frère qui va être envoyé à la mort et l'autre qui va... Donc je peux vous dire que dans la famille Ménégos, ça fait de gros dégâts. Et le survivant, c'est Robert donc, Ménégos, c'est le célèbre cinéaste du Parti communiste, enfin, qui est donc communiste, qui a fait des films... Enfin bon, bref. Donc, et là, quand ils arrivent, ça, on a les témoignages parce que Laurent Pauly a pu parler donc, à sa sœur en prison. C'est pour ça qu'on le sait. Là, quand ils arrivent, dissimulés dans des fossés de part et d'autre, il y a donc la Gestapo qui les attend. Ils sont vraiment tombés dans un piège. Ils ne pouvaient pas y échapper. C'était impossible. Et entre-temps, donc, il y aurait eu une troisième dénonciation entre les deux, mais qui a donc avorté visiblement, mais donc on n'est pas trop de détails. Par contre, Robert Hius a eu son appartement square de l'Ormel fouillé dès 1942, juste après la parution donc, de Liberté. Il y a eu une descente square de l'Ormel. Il y a eu donc une arrestation de Hubac, Manuel Viola, ils ont été relâchés. Hein. Manuel Viola, on a toujours dit qu'il était persuadé que le commissaire de police comment dire, l'arrondissement où ils avaient été amenés devait faire partie de la résistance parce qu'il est clairement intervenu pour les faire donc libérer. Voilà. Vous savez qu'il faut faire un peu donc attention sur la résistance parce qu'il y a un peu de tout dans la résistance. Hein. Il y a tous les corps de métier, il y a toutes les obédiences politiques. Il ne faut pas avoir de. C'est très très curieux. Voilà. Du coup, combien de personnes étaient composées ce groupe de résistance? Parmi tout à l'heure une cinquantaine de personnes que je vous ai entendu. Pour la même. En tout, il y en a 40, et c'est 2 maquis différents. Enfin, donc, il y en a... enfin, il y a 40 donc, résistants en tout, mais qui sortent tous de la prison de Fontainebleau. Donc, ils appartiennent donc à différents maquis. Et Laurent Sichou, ma tante est décédée en 2007 à Madrid. Elle est partie de France en 1949. Et elle revenait assez peu. Elle avait trop de mauvais souvenirs. Bon, j'ai épargné des détails sur la vie privée, mais ils ont perdu donc un enfant donc en 1943. Enfin, voilà, ça, c'était un peu dur. Et elle s'est remariée avec Manuel Viola, qui était sur la photo. Viola, donc Manuel Viola. Donc elle s'est mariée en seconde noces avec lui. Et lui, pendant l'occupation, il était donc avec Tita, une des jeunes peintres qui faisait partie des fondateurs de la Main à Plume et qui, elle, est décédée à Auschwitz en 1942, qui a été donc arrêtée au moment donc, du Veldiv et qui a été donc déportée et qui a trouvé la mort donc à Auschwitz. Donc, en fait, ils sont tous les 2 veufs de la Main à Plume. Voilà, ils se sont remariés après. Et lui, on n'a pas fait partie de la villa Herbel, il y est passé, enfin, en tous les cas, c'est ce que m'a dit Maurice Nadeau. Il y est passé, alors je ne sais pas quand il y est passé. La seule date que je vois, mais je peux me tromper, ça doit être l'automne 40. Ce qui expliquerait donc la photo avec Bronner, Remedios Varo et Huguette Lamba. Oui. Non. Ah non, non, mais c'est incroyable. Nous, on a réveillé... oui. Quand on a fait l'expo donc Hérol, donc à Cantigny, à Marseille, on a... Donc au musée Cantigny, on a fait une grande exposition. On a vraiment réveillé donc la mémoire hein, autour du croque-fruit. On a même passé, parce que... dans les archives d'Enquerolles, c'était merveilleux, il y avait énormément de correspondances, enfin, c'était truculent, vraiment, ça a été... voilà, mais c'est vrai que donc Kitkin, c'est pareil, c'est terrible.
Alors qu'il suffit de regarder n'importe quel grand film des années 30 pour tomber sur Sylvain Kin. Enfin, je veux dire, c'est un des plus grands acteurs, un des plus grands comédiens de l'époque. Ouais. Ça, c'est des figures oubliées, mais bon, ça donc interroge sur la mémoire. Ce que moi, je peux en dire, c'est que finalement, quand je vois ceux qui sont restés dans la mémoire de la main à plume, ben, c'est les survivants. C'est tout bête, mais c'est ceux qui survivent qui... voilà. Si vous interrogez des gens sur le réseau du Musée de l'Homme, ils vont vous dire jamais un Tillon. Ils vont jamais vous parler de Boris Vildé, d'Anatole Levitsky ou de Jean Cassou. Voilà. C'est comme ça. Alors que bon... Et ce que je veux dire, c'est les survivants qui gagnent. Hein. Comme l'a très bien dit Noël Arnaud dans une de ses publications de la main à plume, les absents ont toujours tort. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a l'association pour la mémoire de Robert Rius. Hein, si on a choisi ce nom-là, ce n'était pas pour rien. Vraiment, là, on essaye de faire œuvre avec tous ceux qui nous aident, et ils sont nombreux, mais ils sont fidèles depuis le début hein, à maintenir la mémoire de Robert, enfin, au moins déjà à faire ressurgir de... Les surréalistes qui sont à Herbel, autour de Breton, oui. vont prendre un bateau pour Cuba et New York. Ça dépend desquels, oui. Ils ont obtenu un visa, mais avec les oui. Strauss. Robert n'a pas... Ah non, mais il veut rester. Il veut rester en France. Il veut rester en France. Mais c'est ce qui est dit dans la... C'est évident. Ce que vous avez lu. Mais bien sûr, c'est évident. Je sais pas, il n'y a pas eu de tentation. Ben non. Non, non. En plus, moi, j'ai retrouvé dans les archives militaires, son grand-père a eu la Légion d'honneur. Oui, mais comme il risquait la mort, il aurait pu... Mais non, voilà. il ne risquait pas la mort. Les nazis, on n'a rien à faire des trotskistes. C'était le gouvernement d'avant, c'est le gouvernement donc d'Aladier, qui fait donc arrêter les trotskistes, etc. Le gouvernement... Enfin, le régime donc, de Vichy, de toute façon, pour eux, c'est la gauche. Hein, ils ne font pas de différence entre... mais ça ne les intéresse pas. Pour eux, c'est des artistes, c'est des minables, c'est des gens qui ne savent rien faire. Ils ne sont pas dangereux. C'est pour ça que Picasso n'a jamais eu de problème sur l'occupation à Paris. Ça, c'est du... J'allais dire, c'est du fantasme. L'aspect biographique est intéressant, mais oui. On voudrait en savoir plus sur son œuvre. Est-ce que ses poèmes étaient subversifs? Alors, on est vraiment dans l'orthodoxie surréaliste. C'est-à-dire qu'on a... je peux vous donner un exemple. Sur les titres de Frappe de l'Écho. Alors, bon, déjà, je vais vous lire un extrait. J'ai suivi la courbe de tes hanches élastiques, soleil des lumières, flèche des soirs de mal, ton remous nageait dans le jeu des feuilles des marronniers. Alors, ce qui est intéressant quand on voit la liste, donc les titres de tous les poèmes de Frappe de l'Écho, c'est qu'on a ce qu'on appelle la paterne surréaliste. Ça, c'est Henri Béard, hein, le grand professeur donc, à la Sorbonne, qui l'a très bien formalisé. Il a montré combien les poèmes surréalistes, en fait, étaient réellement structurés selon les mêmes règles. C'est pas du tout... enfin bon, bref, c'est moins spontané qu'on le pense. Mais comme vous avez vu donc, le jeu donc, du dessin communiqué, il y a de vraies règles. Hein. On ne joue pas n'importe comment. Par contre, du jeu naît le... Alors, sur la typologie, donc... alors, voilà. Suite à l'étude d'Henri Béard, il est remarquable que tous les titres du recueil s'accordent au modèle surréaliste. Ainsi, c'est bien la préposition « de » qui revient le plus fréquemment dans la liaison de deux termes. Exemple de titre de Robert Rius, Pierre deux touches, saut deux loups, regard d'héliotrope, ligne de mire, doublure du miroir. Donc ça déjà, c'est... mais de toute façon, dans les principaux reproches que les surréalistes de la main à plume vont faire à Robert Rius pendant les 4 années, ça va être ça, l'orthodoxie surréaliste. Il fait vraiment régner l'ordre, hein, Rius. Hein. C'est pas un type commode, en fait. Hein. Il est moins commode qu'on le pense. Il est très gentil, il est très cultivé, mais on sent dans les lettres qu'il fait régner l'ordre. Hein. Je continuerai avec
Bien que cette préposition soit la plus présente, elle est souvent accompagnée d'articles définis féminins, ce qui est tout aussi visible dans les titres. La table des ténèbres et la guerre des esprits, par exemple. Je pourrais donc continuer comme ça un petit moment. Alors, un autre trait caractéristique, ça c'est très intéressant, des titres surréalistes, c'est le rapprochement de deux substantifs. Ce qui est par exemple le cas de l'ouvrage poétique de René Char, intitulé « Le marteau sans maître ». Rius s'y conforme tout autant, comme on le voit pour la table des ténèbres, retour perpétuel, le lit du vent, essentiellement préoccupé et doublure du miroir. On a de nouveau les deux substantifs. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, bon, ça paraît extrêmement, comment dire, rigide donc et codifié, mais c'est le surréalisme aussi. Quand par exemple, il jouait donc au jeu du question-réponse, qu'un jeu, vous posez une question, et spontanément, vous devez donner donc une réponse. C'est pas simple. Enfin, ce que je veux dire, c'est que chez les surréalistes, Breton, quand il organise donc les jeux, il organise comme ça. Alors, si on lit son manifeste, spontanément de la pensée, etc. Mais en fait, c'est faux. Il teste en fait les participants sur leur personnalité et sur leur capacité de création. Il faut que spontanément on ait de l'imagination. C'est pas si facile que ça, le jeu du question-réponse. Ça a l'air, mais... et puis, ils testent aussi, je pense à d'autres jeux, s'ils sont bons joueurs, comme on dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ils testent leur personnalité. Est-ce qu'ils ont le sens du collectif? Est-ce qu'ils sont capables, voilà, Et puis après, donc, le fameux jeu du cadavre esquis. Moi, je parle donc en dessin, parce que c'est quand même... on se rend compte que dès le départ du jeu, ils établissent des règles. Par exemple, c'est pour ça qu'ils sont harmonieux, donc les cadavreski. Par exemple, on va faire un corps, c'est toujours un corps, hein, le cadavreski, avec une tête, les épaules, par exemple le haut du corps, autour du nombril, le haut des jambes et les pieds. Évidemment qu'ils sont donc harmonieux, parce qu'on laisse dépasser deux petits traits pour que le suivant continue. Elle est où donc la spontanéité, là? Les surréalistes écrivaient de façon irrationnelle, soit sur la drogue, soit en essayant de ne pas dormir pendant Alors la drogue, non. Les champs magnétiques ont été écrits comme ça. Alors les champs magnétiques ont été écrits sous donc hypnagogie, mais ça, c'est pas propre au surréalisme. Ça, vous avez énormément de mouvements, donc, enfin, même d'artistes qui utilisent donc l'hypnagogie, donc la fatigue donc hypnagogique pour pouvoir produire. Si, il peut. On a un jeu avec Victor Bronner donc de dessin donc hypnagogique. Mais si, on trouve ça, mais comme méthode, pas comme... c'est-à-dire, par contre, pour la drogue, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Jamais André Breton, ça a donné aux drogues, hein, ça c'est niette. Vous avez ça chez d'autres surréalistes, bien sûr, il n'y a pas de problème, mais pas chez André Breton et pas chez Robert Rius, hein. Ça niette. Hein. Non, ils sont plus conservateurs que vous le pensez pour certains, en tous les cas. Le vin, non? Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que vous avez ça chez donc Antonin Artaud, mais il quitte le mouvement surréaliste assez tôt. Non, parce que justement, il y a des disputes donc, autour de ça. Il y a une partie du mouvement surréaliste qui est plus conservateur que l'autre. Ça dépend des générations, on va dire ça comme ça. Et des... À la même époque. Oui. Il écrit sous l'effet de la drogue. Oui. Oui, non, mais il y en a qui testent, qui expérimentent, bien sûr. Mais ils ne sont pas... parce qu'en fait... non, moi je dirais que si vous voulez parler d'excitants, etc., c'est plutôt... comment dire? L'alcool. L'alcool, oui. Donc, ouais. Voilà, l'alcool. La transition est impeccable.